Bonjour, aujourd'hui, dernier chapitre de notre activité 5, le chapitre 14, qui va nous demander de reprendre quelques activités en comptabilité. Pour aborder ce chapitre, je vais tout simplement reprendre et surtout détailler et expliquer votre manuel à la page 199 où nous allons parler du chapitre 14, acquérir des biens immobilisés et suivre les immobilisations. En fait, l'objectif de ce chapitre, c'est de montrer que ce que nous avions déjà vu dans le chapitre 6 sur les immobilisations, eh bien, il va y avoir un traitement comptable qui sera spécifique. Pour commencer, une notion importante à aborder, c'était la différence entre les charges et les immobilisations. Pour ce faire, je vais détailler quelques informations qui se situent à la page 203 de votre manuel. Ici, on vous explique qu'il y a deux types d'opérations d'achat, sachant que ce sont des notions que nous avons déjà abordées dans le chapitre 6 quand on a abordé les toutes premières notions sur la comptabilité. Et là, on avait dit qu'il y avait deux types d'opérations d'achat. J'ai dans un premier temps ce qu'on appelle des achats de biens et de services, et j'ai également ce qu'on appelle des achats, donc des immobilisations. Quelle est la différence entre les deux? Eh bien, les achats de biens et de services, on avait dit que c'était des charges d'exploitation. Ce sont des biens et des services consommés au cours de l'activité de l'entreprise. Vous vous souvenez, on avait expliqué que dans le plan comptable général, ça faisait partie de la classe 6. Par exemple, le compte 607, c'était donc des achats de biens et de services tels que des matières premières, mais on retrouvait également dans ces charges le loyer, l'électricité, le salaire de mes différents salariés. Et tous ces contentés de classe 6, on devait les inscrire ensuite dans le compte de résultat. Je vous montrerai à nouveau un exemple de notre chapitre 6 un petit peu plus tard, ce qui faisait qu'on est d'accord, plus il y a de charges et donc de dépenses et de sorties d'argent au cours de l'activité de l'entreprise, et plus mon résultat, mes bénéfices, vont baisser. Alors qu'à côté de ça, j'ai donc des immobilisations. Et celles-ci, c'est donc des achats qui vont s'inscrire à l'actif du bilan. Vous vous souvenez, ce sont des biens et des services immobilisés. Et là, petit détail supplémentaire qu'on va rajouter, dans la comptabilité française, il faut que ce soit des achats qui soient supérieurs à 500 €. Et ces achats, on les mettait dans la classe 2 de notre plan comptable général. Et on les inscrivait de ce fait directement dans le bilan, ce qui nous permettait d'agrandir le patrimoine de l'entreprise. On avait retrouvé par exemple dans les immobilisations l'achat d'un terrain, l'achat également d'outils informatiques si ça restait directement dans l'entreprise, etc. À nouveau, je vais vous montrer tout de suite un exemple pour vous montrer cette différence dans le compte de résultat et également dans le bilan de mon entreprise. Pour montrer ces différences-là, vous avez donc dans un premier temps, comme rappel, la fiche ressources 1, page 245, que nous avons donc déjà vu dans notre chapitre 6, où je retrouve donc mes différentes classes de mon plan comptable. Donc j'ai ici ma classe 2 pour toutes mes immobilisations, avec un exemple pour les immobilisations corporelles, et je retrouve ici ma classe 6 pour les différentes charges. Et on avait dit que justement en fonction de ces différentes classes, eh bien, ils ne vont pas s'inscrire du tout au même endroit. On reprend, on avait commencé par le compte de résultat où je retrouve toutes mes différentes charges ici, donc ma classe 6 ici, les sorties d'argent, et j'avais donc mes produits également pour tout ce qui était l'argent qui rentrait ici en classe 7. Et tous les restes s'inscrivaient au bilan, et c'est là que je retrouve justement les actifs immobilisés classe 2 qui va me permettre d'augmenter mon patrimoine. Comment on avait vu ça dans notre chapitre 6-1? Pour les achats et les biens et les services, j'avais donc différents exemples. Donc c'est là que je vous avais dit que, rappelez-vous un petit peu les contentés que nous avons faits ou revérifiez directement dans votre cours. Je retrouve donc mes achats de marchandises, les différentes fournitures de bureau, l'essence, assurance, loyer, salaire, également les impôts. Ici, j'ai donc toutes les différentes charges qui sont donc considérées comme des achats de biens et de services.
alors que nous avions inscrit dans le bilan les autres achats qui étaient donc des immobilisations. J'ai par exemple les bâtiments, les terrains, les machines ou encore les voitures qui sont donc durables, qui restent dans mon entreprise et qui va donc être considéré comme des immobilisations. Toujours à la page 203, je continue avec des détails, des explications sur le fait qu'il y ait plusieurs types de charges et plusieurs types d'immobilisation. Pour commencer avec les charges, j'ai donc des charges qu'on appelle d'exploitation, qui sont tout simplement mes matières premières, les marchandises, loyers, impôts, les charges traditionnelles que l'on retrouve. Mais j'ai également ce qu'on appelle des charges financières, quand je dois payer tous les mois les intérêts d'un emprunt. Et j'ai également ce qu'on appelle des charges exceptionnelles. Ce sont des charges qui ne sont pas très courantes, mais qui ne proviennent pas de l'activité courante de l'entreprise. Pour donner d'autres exemples un petit peu plus faciles à comprendre, lorsque je dois licencier une personne et que j'ai donc des indemnités à payer suite à ce licenciement, cela va faire partie justement des charges exceptionnelles. Autre exemple, si j'ai des créances que je vais considérer comme irrécouvrables, que je vais donc dire que je n'arriverai jamais à les récupérer face à ce mauvais payeur, c'est donc une perte d'argent, je vais également l'inscrire dans ce qu'on appelle les charges exceptionnelles. Et dans mes immobilisations, j'ai également différents types d'immobilisation. Les immobilisations incorporelles, qui sont donc immatérielles, je ne peux pas les toucher. C'est les logiciels, les marques ou encore ce qu'on appelle le fonds de commerce, là où je vais retrouver ma clientèle. La clientèle dans les entreprises représente de l'argent. J'ai des immobilisations corporelles, cette fois-ci tangibles, les terrains, les constructions, les matériels industriels ou encore les véhicules. Et je vais avoir des immobilisations financières, telles que les cautions. Dès que je dépose une caution, ça reste évidemment dans mon entreprise. J'ai tout ce qui est lié au titre de participation. Donc quand j'achète des actions ou des parts sociales dans une entreprise à la bourse, ça fait également partie des immobilisations. C'est un bien durable que je vais garder dans mon entreprise. Grand 2, à la page 204, on va parler des coûts d'acquisition des immobilisations. Donc je rappelle juste que on apprend cette distinction entre immobilisation et biens d'achat et de services, parce que vous allez voir qu'il va y avoir un traitement qui sera spécifique pour ces immobilisations. Et on va parler justement de ce qu'on appelle les tableaux d'amortissement. Donc la question pour ce grand 2, c'est de se poser comment évaluer une immobilisation. Et en fait, c'est un petit peu plus complexe que ce qu'on pourrait imaginer. Tout simplement parce que dans une immobilisation, il n'y a pas que son coût d'acquisition, mais on vous précise, on vous donne un grand tableau, on vous dit qu'il y a effectivement son prix d'achat, mais je vais avoir tout un tas d'autres éléments à ajouter ou à retirer. Des droits de douane, si mon immobilisation provient de l'étranger et que je vais devoir payer des droits supplémentaires pour son acquisition. Je vais retirer bien entendu mes différents types de réductions et je vais rajouter les coûts liés pour sa mise en état, les coûts de préparation, les frais de démolition si justement dans un cas de construction je dois par exemple détruire le lycée Bainbridge pour pouvoir en reconstruire un nouveau, les frais de transport, d'installation, de test ou encore différents types d'honoraires. Le mieux, c'est de regarder l'exemple qu'on vous propose. On vous dit une entreprise acquiert donc une machine. Pour ce faire, elle doit donc réaménager son local. Donc il y a une partie de démolition et de reconstruction, 3 000 €. Il y a des frais d'architecte, il y a des frais de transport, des frais de montage d'installation. Il y a également des tests, ce qui fait que non seulement il faut que j'additionne donc mes 100 000 €, mais tous ces différents frais vont donc faire partie du coût d'acquisition de cette immobilisation et pas simplement son prix d'achat. On vous parle également du cas particulier des véhicules. On ne va pas vraiment trop rentrer dans ces différents détails-là, mais simplement pour vous préciser qu'il y a une différence entre un véhicule professionnel ou un véhicule de particulier, et ceci est marqué directement sur la carte grise du véhicule, entre VU et VP, et vous allez donc un traitement, en tout cas un calcul du coût qui sera différent en fonction de cette information sur la carte grise. Et on vous explique un petit peu comment faire pour évaluer
le bien que l'on va acquérir de manière gratuite, mais qui représentera quand même un coût pour l'entreprise. Néanmoins, on va uniquement se concentrer sur le cas général pour ne pas rentrer dans des calculs trop complexes. À la page 205, on vous explique comment enregistrer comptablement les immobilisations. Étant donné qu'elles ont un traitement spécifique, leur enregistrement sera également spécifique. À la page 205, on vous explique déjà pour commencer que d'un point de vue comptable, soit on enregistre directement ces achats dans le module comptable du PGI, soit il existe également sur EBP un module immobilisation. Vous comprenez que le module gestion commerciale que vous avez l'habitude d'utiliser est justement pour les achats de biens et de services et non pas pour les immobilisations. Donc, comment ça se passe quand j'ai une facture où je vais justement avoir les deux? Première chose à faire, première étape, c'est déjà d'analyser la facture pour pouvoir distinguer qu'est-ce qui fait partie des immobilisations et qu'est-ce qui fait partie des achats de biens et de services. Pour commencer, je regarde les deux PC, ma première ligne, qui sont donc des immobilisations corporelles. Dans les immobilisations, je repère également le logiciel, qui est une immobilisation incorporelle, qui sera ma troisième ligne de ma facture. Ensuite, les deux autres, les imprimantes, parce que leur achat est justement inférieur à 500 €, et la formation, ça là va être des charges. Ensuite, deuxième étape, eh bien, je dois faire mon grand 2, à savoir, il faut que je calcule le coût de mes immobilisations et ensuite le coût également de mes achats de biens et de services. Le coût de mes PC, c'est tout simplement les 2800 € auxquels je dois retirer les réductions. Ça, c'était dans notre grand 2 où j'expliquais que le coût d'acquisition, je devais justement retirer les 3 R ou encore les escomptes. Et là, je repère que j'ai une remise de 10%. Donc, pour pouvoir le retirer et connaître réellement le coût d'acquisition de mes PC, voici le calcul que je dois faire, ce qui revient donc à 2520 € pour l'achat de mes deux PC. De la même manière, je vais procéder pour mon logiciel. Mon logiciel de 3000 € auquel je retire 10%, ça va être 300 €, j'obtiens donc 2700 €. Troisième étape, je dois calculer cette fois-ci le coût d'achat de mes biens et de mes services. Je retrouve donc mon imprimante à laquelle j'ai aussi les 10% de remise à retirer, 810 €, et mes formations également, 585 €. Et il va y avoir une dernière étape, c'est que la TVA sera différente, du moins je vais appliquer les 20% de TVA, mais je vais calculer une TVA spécifiquement pour mes immobilisations et une TVA pour mes achats de biens et de services. Il faut donc que je reprenne l'achat de mes PC, plus l'achat de mon logiciel de 1700 €, auquel j'applique le taux de TVA de 20% pour obtenir donc une TVA à 1044 €. De la même manière, je vais calculer la TVA pour mes biens et mes services. J'ai donc mes 810 € plus 585 € de formation, auquel je vais multiplier 20% de TVA, ce qui me donne 2079 € de TVA. Comment cela se traduit-il dans le journal de mon entreprise? Donc le journal en comptabilité, tous ces éléments, nous les avons donc déjà vus dans notre chapitre 6. Sauf que là, on va voir comment ça s'enregistre pour les acquisitions d'immobilisation et des biens et de services. Donc je reprends tout simplement les calculs qui étaient dans la diapositive précédente, il n'y a rien de nouveau. Donc pour l'acquisition de mes PC, c'est donc ma toute première ligne, 2520 € au débit. On se souvient que le crédit, c'est d'où vient mon argent, quelles sont mes ressources, quels sont les moyens que j'utilise pour acquérir justement, en tout cas pour traduire cette opération commerciale, alors que mes débits, c'est quels sont l'emploi, comment je l'utilise, cet argent, et donc où est-ce qu'il va. Donc là, je suis en train d'expliquer que l'argent va pour acheter le matériel informatique. Je retrouve mes logiciels également de 1700 €, et comme vous le constatez, je suis en train de, ici, utiliser le compte classe 2, 2183 et 205. Mes achats de biens et de services de la même manière, je vais retrouver donc mes 810 € de mon imprimante ici et
les 585 € de ma formation ici. Là, pour ces achats de biens et des services, je retrouve bien des charges, donc le compte de la classe 6 de mon plan comptable général. Et je vais avoir le calcul de mes différentes TVA. Les premiers 1044 € que je vais retrouver donc ici. TVA déductible, donc ce sera sur les immobilisations. Et pour les achats de biens et de services, mes 279 €, je vais les retrouver ici. J'ai donc bien le détail qui m'explique où va l'argent utilisé. Et d'où est-ce qu'il provient? Et bien cette fois-ci, je vais avoir une petite spécificité, parce que je vais avoir une différence entre mes fournisseurs de biens et de services et mes fournisseurs d'immobilisation qui seront donc le compte 404. Et donc là, comment je fais pour calculer? Eh bien, mes fournisseurs, je vais retrouver, donc fournisseurs de biens et de services, je vais retrouver mes 810 € d'imprimante, plus mes 585 € de formation, plus les 279 € de TVA. De la même manière, pour retrouver les fournisseurs d'immobilisation, j'ai donc 2520 € de mes PC, 2700 € de mon logiciel, plus les 1044 € des TVA qui sont appliqués à ces acquisitions. Dans un grand 3, on vous parle l'enregistrement des immobilisations corporelles par composant, mais par un souci de simplification, on va se concentrer uniquement sur les acquisitions traditionnelles. Et on en vient à la notion principale de notre chapitre, ce qu'on appelle les amortissements, que l'on retrouve dans la page 207 de votre manuel. Alors, c'est quoi ces fameux amortissements? Eh bien, les amortissements, c'est tout simplement la perte de valeur du bien, due entre autres à son utilisation dans le temps. Donc, quand vous allez acquérir un bien donc, immobilisé, on est donc d'accord que, tel que par exemple une voiture, au fur et à mesure dans le temps, elle va perdre de la valeur. Vous allez l'acheter 10 000 €, mais quand vous allez vouloir la revendre dans 5 ans, vous êtes d'accord que vous n'allez pas la revendre à 10 000 €. Et donc, cette perte donc de la valeur du bien acquis, d'un point de vue comptable, il va falloir l'enregistrer. On va parler également donc, du vocabulaire, on va parler de dépréciation. Voilà, notre bien sera déprécié et je précise que c'est une dépréciation qui est obligatoire. Toutes les entreprises doivent obligatoirement enregistrer cette perte-là dans leur comptabilité. Et on va retrouver cette perte dans le compte de résultat, dans les charges, et on va appeler ça dans notre plan comptable général une dotation aux amortissements. Donc, vous comprenez qu'il faut enregistrer cette perte d'argent. Et pour l'enregistrer, on va donc considérer que cette dotation aux amortissements est une charge. Donc, plus je vais perdre de l'argent et plus je vais donc avoir une charge. Et comme on l'a précisé juste précédemment, une charge va s'inscrire dans mon compte de résultat. Donc, plus je vais avoir des charges et plus mon résultat et donc mon bénéfice sera diminué. Et si mon bénéfice sera diminué, on est d'accord que je vais payer moins d'impôts. C'est un petit peu l'idée avec cette perte de valeur, donc avec ces amortissements, que eh bien, on va payer moins d'impôts. Je vais donc acquérir une voiture, mais il faut que j'enregistre cette perte de valeur. Ça va me faire un résultat donc moins important et donc moins d'impôts à payer. Par contre, on est d'accord que je ne vais avoir aucune sortie d'argent. Je ne vais pas avoir de décaissement. Cette perte de valeur, ce n'est pas de l'argent que je vais sortir de mon compte caisse ou de mon compte banque. C'est réellement juste mon bien qui va perdre de la valeur. Et donc, vous vous souvenez que ces biens-là, on les retrouve, comme ce sont des immobilisations, dans mon bilan. Donc si dans mon bilan, je vais avoir, comme dans la diapositive précédente, un véhicule qui coûte 10 000 €, on est d'accord que si l'année d'après, il n'est plus qu'à 8 000 €, eh bien ça va diminuer mon patrimoine et donc diminuer ce qu'on va appeler le bilan net comptable. Sur la toute dernière diapositive, on va voir justement pourquoi on parle de bilan net ou encore de bilan brut. Mais toujours à la page 207, on vous précise quelques spécificités. À savoir qu'il y a des immobilisations qui sont non amortissables, c'est-à-dire des immobilisations qui ne vont pas perdre de la valeur dans le temps. C'est le cas par exemple de terrain. Vous allez acheter un terrain, en principe, il peut perdre de la valeur pour certaines raisons, mais il peut également en gagner. D'accord ? On ne va pas se retrouver en fait à un bien qui ne vaudra plus rien au bout de 5 ans. C'est la même chose pour la clientèle. Plus j'ai de clients et plus ce qu'on appelle donc le fonds de commerce va augmenter et non pas diminuer.
Et ça va être également le cas quand je vais avoir des parts sociales ou des actions dans une entreprise. Il ne va pas y avoir une dépréciation automatique et obligatoire de cette acquisition-là, de cette immobilisation-là. Par contre, pour tout le reste, on est bien d'accord, une voiture, pour rester sur le meilleur exemple, va perdre de la valeur obligatoirement dans le temps. Et donc, toujours à la page 207, on vous explique que pour pouvoir enregistrer cette perte de valeur d'un point de vue comptable, eh bien, il y a différentes manières. Pour ce faire, il y a donc un tableau comparatif de 3 méthodes d'amortissement. Mais nous, on va en voir seulement 2. Pour les comparer, on vous explique qu'il y a en fait plusieurs types d'amortissement. On va voir que certains vont avoir des valeurs résiduelles ou de revente. On ne va pas calculer à partir de la même base, ni à partir du même taux, et les dates de départ de l'amortissement ne seront pas les mêmes. Page 208, on va avoir ce qu'on appelle l'amortissement linéaire, et je vais vous expliquer tous les éléments qui sont donc figurés ici. À la page 209, ou 210 plutôt, il y a ce qu'on appelle les amortissements d'unité d'œuvre, mais nous n'allons pas l'étudier cette année. Par contre, on va voir le deuxième plus courant, ce qu'on appelle l'amortissement dégressif, à page 211, qui aura également ses particularités. Nous commençons donc avec l'amortissement linéaire ou constant que vous avez à la page 208. Alors, que signifie en fait amortissement linéaire ? C'est qu'on est d'accord que l'amortissement est là pour constater que le bien, donc l'immobilisation qu'on vient d'acquérir, eh bien, va perdre de la valeur dans le temps. Et en fait, cette perte de valeur, ici, elle va être répartie de manière égale sur la durée d'utilisation du bien. Pour faire un exemple vraiment très très simple, imaginez que j'achète une voiture 10 000 € et que je vais l'amortir sur 5 ans. Vous comprenez qu'elle va perdre 10 000 divisé par 5, donc 2 000 € tous les ans pour obtenir à la fin une valeur de 0 €. Sauf que vous allez voir qu'en fait ce n'est pas aussi simple que ça, parce qu'il va y avoir des petites particularités. On parle également, donc amortissement linéaire ou constant, pour dire que les annuités seront constantes. Les annuités, vous allez voir, c'est justement cette perte de valeur. Donc, un exemple de tableau d'amortissement linéaire, le voici. Donc dans votre manuel, il est déjà complet, et donc là nous allons voir comment le remplir au fur et à mesure. Et pour ce faire, on vous propose l'exemple suivant. Si je reprends le tableau que je vous ai donné, enfin que vous avez dans la diapositive juste avant, donc on parle d'un amortissement comptable. Deuxième élément, on vous dit que cet amortissement peut avoir une valeur résiduelle. Cette valeur résiduelle, vous l'avez en fait ici. On vous explique que le véhicule, à la fin, pourra être revendu 5 000 €. Alors, je tiens à préciser que cette valeur résiduelle reste des cas assez exceptionnels et est généralement appliquée pour justement des véhicules. On sait qu'on peut les revendre une certaine valeur à un certain moment. Et donc, cette valeur résiduelle, vous la retrouvez tout de suite à la fin, vraiment la dernière case du tableau d'amortissement. Comme je viens de le préciser, ça sera donc de 0 s'il n'y a pas de valeur résiduelle, ce qui restera les cas les plus courants. Deuxième élément dont on vous parle ici, c'est que pour pouvoir calculer cette perte de valeur, eh bien on va devoir calculer la base amortissable, qui sera cette fois-ci le coût d'acquisition moins la valeur résiduelle. Donc le coût d'acquisition, vous l'avez ici, 50 000 €, et vous comprenez qu'il y aura juste à faire une soustraction en faisant 5 000 moins 5 000 € et on pourra commencer à calculer nos annuités à partir de ça. On verra ça à la diapositive d'après. Le taux d'amortissement sera fixe sur toute la durée de l'amortissement. C'est pour ça que la dépréciation sera égale et qu'on parle donc d'un amortissement constant. Donc le taux, on le figurera ici. Et dernier élément par rapport à la date de départ de l'amortissement, et c'est là qu'il y aura donc des petits calculs et qui sera donc la particularité de cet amortissement-là, ce sera par rapport à la date de mise en service. Vous allez voir que l'autre amortissement, l'autre type d'amortissement que nous allons voir, la date de départ ne sera pas du tout la même. Donc là, c'est la mise en service qui sera donc au 15 juin. Et par rapport à cette date de mise en service, vous allez voir que nous allons faire des calculs en jours, contrairement à l'autre amortissement qui se fera en mois. Donc, on va calculer
tous les éléments pour pouvoir remplir notre tableau. Le tout premier, c'est déjà de calculer la première annuité, donc l'année N, savoir combien je vais devoir inscrire dans mon bilan et mon compte de résultat. Donc pour ce faire, voici la formule. C'est donc la base amortissable multipliée par le taux, multipliée par la durée en jours sur 360. Donc on a 3 éléments à calculer. Premièrement, la base amortissable, c'était marqué dans le tableau précédemment, que c'est donc le coût d'acquisition moins la valeur de revente. Ici, on a donc 50 000 moins 5 000 égale 45 000 euros. Je reprécise encore que les valeurs résiduelles sont assez rares et que assez souvent, on prendra directement le coût d'acquisition. Donc faites juste attention s'il y a déjà une valeur de revente qui est précisée ou pas. Deuxième élément, on va devoir calculer le taux. Donc là, vous avez le calcul à la page 209, ça reste très simple. C'est 100 divisé par le nombre d'années d'amortissement. Et comme je sais que je fais un amortissement sur 5 ans, on est donc sur 20% pour mon taux linéaire. Et dernier élément, la durée. Et là, vous avez le calcul détaillé à la page 209 également. Mais donc l'idée, c'est de savoir que sur ma première année, on est d'accord que tout commence le 15 juin. Combien il y a de jours qui restent pour terminer mon année? Donc on vous précise qu'il y a 15 jours au mois de juin, donc du 15 au 30, parce qu'on part du principe qu'il n'y a que 30 jours par mois sur tous les ans, donc une année à 360 jours, et que pour les 6 mois restants, d'accord, donc de juillet à décembre, on a donc 6 fois 30, et donc si j'additionne le tout, on a donc 195 jours. Ce qui fait que si je remplace tous les calculs de A, B et C, je peux donc reprendre ma formule. J'ai donc 45 000 multiplié par 0,2 multiplié par 195 divisé par 360, ce qui me fait 4 875 euros. Je vais donc pouvoir l'inscrire dans mon tableau. Le tableau, le voici à nouveau. Je peux donc déjà écrire mes 20% que j'ai calculés donc précédemment. La base amortissable est de 45 000 euros et je viens de calculer les annuités pour ma toute première année. Les annuités cumulées, c'est un petit peu comme dans le Pareto. Je vais avoir un cumul d'année en année. Donc là, la première année, on est d'accord que ça ne bouge pas, c'est la même chose. Et ce qu'on appelle la valeur nette comptable, c'est tout simplement quelle est la valeur à la fin de ma période de mon achat. Donc comme on sait que tous les ans, il perd de la valeur, on a simplement à faire 45 000 moins mon annuité, ce qui me fait donc 45 125 euros. Donc comme je vous précise, valeur nette comptable, c'est la base moins les annuités cumulées. Donc c'est la valeur du bien après sa dévaluation. Et donc plus on va avancer dans les années et plus mon bien aura donc une valeur qui sera dépréciée. Page 209, à nouveau, on vous explique comment calculer les autres annuités. Donc ici, ça va être assez simple. Étant donné que la base amortissable restera la même tout du long et que mon taux restera également le même tout du long, eh bien mes annuités seront toujours les mêmes, à savoir 45 000 multiplié par 20%, soit 9 000 euros. Qu'est-ce que ça fait au niveau de mon tableau? Ma base amortissable pour ma deuxième année, c'est donc 45 000 euros. Annuité 9 000 et annuité cumulée 9 000 plus 4 875, j'ai donc 13 875 euros. Ce qui fait que pour pouvoir calculer ma VNC, ça sera donc 45 000 moins 13 875, c'est-à-dire 36 125 euros. Donc à la fin de ma deuxième année, on est d'accord que mon achat ne représentera, en tout cas n'aura la valeur que de 36 125 euros. Et ainsi de suite. Étant donné que les prochaines années sont des années complètes, j'ai toujours 9 000 euros à retirer de mes 45 000, donc je peux continuer de cumuler. 22 875 et donc une VNC de 27 125. Donc d'année en année, on est d'accord que mon bien perd 9 000 euros de sa valeur. Pour l'année N plus 3, c'est toujours pareil. Je cumule. Pour 31 000 euros, je me retrouve avec une VNC à 18 125 euros. L'année 4 est également donc une année complète. Toujours les mêmes calculs pour obtenir une VNC de 9 125 euros. Et donc pour la dernière année, donc calculer l'annuité de l'année N plus 5, il y a deux possibilités. La première, c'est tout simplement de faire 9 000 moins l'annuité de mon année N. Étant donné que
on cherche des années complètes. On est sur une durée d'amortissement de 5 ans. On est d'accord que N plus 1, N plus 2, N plus 3, N plus 4, ce sont des années complètes. Par contre, mon année N, étant donné qu'elle commence le 15 juin, n'est pas complète. Il faut que je complète en faisant tout simplement la différence entre mes 195 jours et mes 360. Donc soit je procède en faisant 9000 moins 4875, ou bien je reprends l'exemple que vous avez à la page 209 qui est clairement expliqué. Je dois reprendre le même calcul, la même formule qu'avant, base multipliée par taux multipliée par durée en jours. Et cette fois-ci, c'est donc pas 195, mais 360 moins 195 pour que je puisse savoir combien il y a de jours entre le 1er janvier et le 14 juin. Ce qui me donne exactement la même chose, 4125 €. Je peux donc compléter ma base amortissable toujours donc de 45 000. Mon annuité cette fois-ci sera donc de 4125 €. Et si je cumule, je retrouve justement ma base amortissable de 45 000 €. C'est un moyen pour voir si vous avez correctement réalisé les différents calculs. Vous devez obtenir exactement la même chose entre la base amortissable de 45 000 € et ici les annuités cumulées pour montrer tout simplement que votre bien n'a plus aucune valeur, sauf ici en l'occurrence les 5 000 € de valeur résiduelle. Nous passons au dernier type d'amortissement. Allez, on s'accroche, on essaie de ne pas s'endormir. Là, je vous vois déjà un petit peu cligner des yeux. Prenez éventuellement une petite tasse de café ou faire une petite pause. Mais voilà, l'amortissement dégressif que vous avez à la page 211 de votre manuel. Cette fois-ci, c'est un petit peu différent. On parle d'une dépréciation qui sera dégressive, forte au départ. Donc on va avoir des annuités qui seront importantes au tout début et elles vont diminuer par la suite. Pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que si ma dépréciation est forte au départ, je vais donc avoir des annuités, donc une perte de valeur qui sera forte au tout début, et donc une charge très importante. Plus j'ai une charge, on va dire, à enregistrer dans mon compte de résultat, donc là il faut revenir sur les diapositives précédentes où je parle du concept d'amortissement, donc plus je vais avoir de charges et plus je vais donc avoir un compte de résultat et un bénéfice qui sera moins important, et donc si j'ai un bénéfice qui sera moins important, sans décaissement quand même, eh bien je vais payer moins d'impôts les premières années. C'est pour ça qu'on parle d'un amortissement fiscal, parce que ça permet aux entreprises d'avoir des avantages intéressants. Donc je reprends le tableau qui explique et qui comparait les différents types d'amortissement. Donc, on parle d'un amortissement cette fois-ci fiscal par rapport justement à cet avantage qu'on accorde aux entreprises. Cependant, on vous explique qu'il y a, donc à la page 211 toujours, 3 conditions nécessaires pour pouvoir utiliser ce type d'amortissement. Première condition, il faut que le bien soit acquis neuf. Si vous achetez une voiture d'occasion, ça ne fonctionne pas. Deuxième condition, il faut que la durée d'amortissement soit supérieure à 3 ans. Donc, petit détail que je n'avais pas précisé avant, c'est durée. On va dire que les chefs d'entreprise sont libres de choisir cette durée. Néanmoins, l'administration fiscale, justement, apporte une liste de durée par rapport au bien que vous achetez. Donc, il y a quand même des indications pour pouvoir accompagner et aider les entreprises, mais elles ont quand même une marge de manœuvre pour pouvoir choisir une durée un petit peu différente. Donc, je reviens sur ce qu'on disait, 3 conditions. L'acquisition neuve du bien, une durée supérieure ou égale à 3 ans, et une liste qui est toujours pareil donnée par l'administration fiscale de ces différents biens que l'on peut amortir de manière dégressive. Cette fois-ci également, on vous précise avant le coût d'acquisition que la valeur résiduelle, il n'y en a pas. La base d'amortissable, comme justement je n'ai pas de valeur résiduelle, c'est directement le coût d'acquisition. Je n'aurai pas de calcul intermédiaire à réaliser. Le taux ne sera donc pas constant, il sera donc dégressif au fur et à mesure donc, des années. Et donc oui, on vous précise que le taux dégressif, c'est donc un taux linéaire multiplié par un coefficient. Vous allez voir, et c'est ce qui est précisé, que le coefficient sera différent selon la durée, 1,25, 1,75 ou 2,25.
On le verra tout de suite à travers l'exemple. Et la date de départ de l'amortissement, cette fois-ci, on n'est pas en un calcul en jours, mais en mois, et on va directement se reporter au premier mois d'acquisition. Toujours pareil, on va voir comment ça se passe à travers l'exemple. L'exemple sur lequel nous allons travailler est en fait identique à celui d'avant. Donc je retrouve certaines informations que je vais retenir. Cette fois-ci, je ne vais pas retenir la date de mise en service, mais je vais retenir la date d'acquisition, qui sera donc au 15 juin. J'ai une valeur de 50 000 euros, toujours la même, et j'ai une durée d'amortissage, encore une fois, de 5 ans. Cette fois-ci, voici à quoi ressemble notre tableau d'amortissement. Comme vous allez pouvoir le constater, j'ai quelques informations qui sont différentes de mon tableau d'amortissement linéaire, à savoir que j'ai rajouté ici 2 colonnes pour calculer et comparer surtout le taux linéaire et le taux dégressif, parce que vous allez voir justement que ces derniers évoluent. Et on va parler de valeur nette comptable de début de période et de fin de période, parce que ici encore une fois, cette valeur va évoluer dans le temps. Donc, voici toujours le même exemple. Comme précédemment, premier élément à calculer, c'est ma première annuité, l'année N. La formule est la suivante, coût d'achat multiplié par taux multiplié par la durée en mois, contrairement à avant où c'était la durée en jours. Là, le coût d'achat, je l'ai, c'est 50 000 euros, je n'ai pas de calcul intermédiaire à faire, je n'ai pas de valeur résiduelle. Donc, il me reste 2 éléments à calculer. Premier élément, le taux, qui sera cette fois-ci un taux dégressif. La formule est donnée, c'est donc le taux linéaire multiplié par le coefficient. Et je sais que le taux linéaire, comme précédemment, c'est 100 divisé par la durée, multiplié par un coefficient. Et ce coefficient, on vous explique qu'il va varier selon la durée d'amortissement. Comme je sais que c'est donc un amortissement de 5 à 6 ans, j'ai donc un coefficient de 1,75. Je dois donc faire 100 divisé par 5 ans, multiplié par 1,75, ce qui me fait 20 multiplié par 1,75, 35%. Voici mon taux dégressif. Et ma durée, cette fois-ci, comme on vous précise dans le tableau, c'est au premier jour du mois d'acquisition. C'est-à-dire que comme j'ai acquis mon bien au mois de juin, le 15 juin, ça sera donc au 1er juin. Et donc de juin à septembre, si je calcule, j'ai donc en tout 7 mois. Ce qui fait qu'au niveau de ma formule, j'ai que 50 000 multiplié par 0,35 multiplié par 7 divisé par 12, ce qui fait que la première annuité sera de 10 208 euros, arrondi à l'entier près. Qu'est-ce que cela donne au niveau de mon tableau d'amortissement? Eh bien, je sais que ma VNC de début de période, on part de 50 000 euros. Mon taux linéaire est de 20% et mon taux dégressif est de 35%. Pourquoi j'ai fait ces deux colonnes-là? Parce qu'en fait, vous allez voir qu'au fur et à mesure, on va calculer le taux linéaire qui va évoluer, parce qu'on va reprendre le nombre d'années restantes, et on va toujours retenir le taux qui sera le plus grand. Donc là, pour l'instant, c'est le taux dégressif à 35%. Je garde donc mon 35%. J'ai mon annuité de 10 208 euros que je viens de calculer, et donc en annuité cumulée comme précédemment, hop, je reporte, et je soustrais pour avoir la valeur nette comptable de fin de période. 50 000 moins 10 208 euros, je sais que mon bien ne vaut plus que 39 792 euros. Comment ça se passe pour ma deuxième période? Eh bien, je reporte tout simplement ma VNC fin de période en début de période. Voici ma nouvelle base sur laquelle je vais faire tous mes différents calculs. Et là, à nouveau, eh bien, je vais recalculer deux éléments. Premier élément, je vais calculer le taux linéaire. Étant donné que ma base a évolué, mon taux linéaire va également évoluer. Et cette fois-ci, mon taux linéaire ne sera plus sur 5 ans, mais il sera sur 4 ans. Donc 100 divisé par 4, 25%. Je peux donc le reporter. Et là, encore une fois, je vois que mon taux dégressif, celui-là, évidemment, il ne bouge pas, mais c'est toujours celui qui est plus grand. Donc, je raye mon taux linéaire. Vous allez voir qu'un peu plus tard, c'est justement lui que je vais retenir. Donc, je retiens mes 35% et je calcule mon annuité en faisant tout simplement 39 792 multiplié par 35%, ce qui me fait 13 927 euros.
je le reporte ici, et encore une fois, je le cumule. Si je fais 10 208 plus 13 927, j'obtiens donc 24 135 euros. Je soustrais, ce qui fait que mon bien ne vaut plus qu'en fin de période 25 865 euros. Et je procède de la même manière pour les années qui suivent. Donc en année N+2, je reporte la VNC fin de période en début de période. Je calcule à nouveau mon taux linéaire qui sera cette fois-ci sur 3 ans, donc 100 divisé par 3, 33%. Je constate qu'il est toujours en dessous de mon taux dégressif, donc je ne le retiens pas. Je garde mes 35% pour calculer mon annuité pour l'année donc N+3. 25 825 multiplié par 0,35 égale 9 053 euros que je reporte donc ici, en cumulant 33 000 et quelques euros, ce qui me donne 16 812 euros pour la VNC fin de période. Je continue, je reporte, je regarde mon taux linéaire qui cette fois-ci, 100 divisé par 2 est égal à 50%. Et là je constate qu'il est au-dessus de mon taux dégressif, ce qui fait que je le garde. Et donc si je fais mon calcul de mon annuité, c'est donc 16 000 multiplié par 0,5, soit 8 406. Je reporte, je cumule, et voici donc ma VNC fin de période que je reporte. Que je reporte à nouveau donc sur ma dernière ligne. Cette fois-ci, à nouveau, mon taux linéaire sera seulement sur une année donc de 100%. Je garde mes 100%. Et le calcul de ma dernière annuité, c'est tout simplement ce qu'il me reste, 8 000 euros, 8 406 euros. Et cette fois-ci, si je cumule l'ensemble de mes annuités, je retrouve mon coût d'achat. Donc c'est une manière pour voir est-ce que j'ai fait les bons calculs ou pas. Ce qui fait que la valeur de mon bien à la fin de mes 5 ans est de 0. Dernier élément dont on ne va pas trop parler, qui commence à devenir un petit peu trop complexe, un peu trop comptable. À la page 212, vous avez l'impact des amortissements sur le bilan, le compte de résultat. Étant donné qu'on en avait pas justement parlé au moment de l'introduction sur les amortissements. Donc on vous présente ici un autre exemple. Donc cette fois-ci on est sur 100 000 euros, d'accord. On est sur un nouveau tableau d'amortissement linéaire que je constate. Parce que ma base amortissable est toujours la même, mon taux également ne change pas et mes annuités sont constantes. D'accord. Là, le tableau est simple. On a simplifié justement parce que le bien a été acquis et mis en service dès le 1er janvier, donc je n'ai pas de morceaux d'années à calculer, ce sont que des années complètes. Et donc, comme je vous avais dit, les annuités vont s'enregistrer dans mon journal en dotation aux amortissements. Donc tous les ans, je vais constater une charge supplémentaire de 20 000 euros qui va donc diminuer mon résultat, diminuer mon bénéfice. C'est justement ce que je retrouve ici. J'ai donc une charge supplémentaire qui sera toujours de 20 000 euros tous les ans. Et par contre, la dépréciation, on va essentiellement le voir au niveau de mon bilan. Comme je vous avais expliqué que comme mon bien perdait de la valeur tous les ans, mon bilan net comptable diminue. Alors c'est une petite spécificité justement pour dire que jusqu'à présent on n'avait qu'un seul bilan. Alors que si on rentre dans les détails comptables, j'ai deux types de bilans. J'ai un bilan brut qui ne tient pas compte de la dépréciation. Là j'ai une colonne supplémentaire qui tient compte de la dépréciation au fur et à mesure des années et qui va me donner un bilan net comptable pour me donner réellement quelle est la valeur de mon patrimoine compte tenu justement de cette dépréciation de mes immobilisations. Voilà, mais comme je vous disais, l'idée c'est juste de comprendre le fonctionnement, en tout cas de l'impact des amortissements et sur mon compte de résultat et de mon bilan, mais on s'arrêtera là. Voilà, c'est la fin de ce chapitre, j'espère que ça n'a pas été trop long. Bon courage à vous pour les exercices et à bientôt.